on est dans une phase qui est particulière. Alors, ce n'est pas la première fois qu'on connaît des crises, qu'on connaît des turbulences, des moments de volatilité, mais je pense que vous serez d'accord avec moi pour dire qu'on est quand même dans un contexte particulièrement exceptionnel. Cette année 2022, malheureusement, un début d'année qui a été marqué par le début de la guerre en Ukraine, donc sur le contexte géopolitique, sur la dimension économique. On avait oublié l'inflation. Je pense que vous êtes un certain nombre, comme moi, à avoir connu l'inflation. Elle avait disparu. C'est une réalité particulièrement marquée pour les entreprises. C'est un choc pour nombreuses entreprises, pour de nombreux marchés. Et malheureusement, pas de signaux pour 2023 que cette inflation pourrait se calmer. Ces chocs qui s'ajoutent à des chocs précédents, le Covid, le printemps 2022 a été un choc également particulièrement exceptionnel, qui a engendré des ruptures particulièrement importantes pour certaines entreprises, pour certaines industries, notamment au niveau des supply chains. Donc cette volatilité, elle s'ajoute, cette accélérée, elle renforce aussi des facteurs importants comme la digitalisation, les enjeux de développement durable. On est clairement aujourd'hui dans une ère de volatilité, voire même de fortes turbulences, et ça pose un certain nombre de questions aux entreprises, et ça pose un certain nombre de questions pour la stratégie des entreprises. Quelle posture on peut avoir face à cette volatilité? Il y a deux approches possibles, de manière schématique. Soit on prend son microscope, soit on prend un télescope. Le microscope, c'est la prudence et la défense. On va avoir tendance à se focaliser sur les menaces, on va être dans la planification de scénarios, on va travailler sa résilience, on va manager son bilan, également son compte de résultats. On va chercher des gains d'efficacité à court terme. On va être aujourd'hui, en 2022 et pour l'année qui vient au moins, dans une surveillance très attentive de l'inflation. On est vraiment là dans alors je ne vais pas dire le micromanagement parce que ce n'est pas le bon mot, mais on est dans une gestion extrêmement attentive, très prudente. C'est le cas de la majorité des entreprises. Beaucoup d'entreprises se sont mis en mode plutôt défensif. Il y a aussi un deuxième mode qui est un peu plus, peut-être plus enthousiasmant, même s'il n'est pas dénué de risque, c'est le mode du télescope, et de se dire, OK, il faut être dans le défensif, il faut être très attentif à ces différents piliers. Mais c'est aussi une période qui peut être l'occasion de catalyser l'action de l'entreprise, de repenser son avantage concurrentiel et de se dire que c'est aussi une période porteuse d'opportunités et que la prise de risque peut être une source d'avantage concurrentiel particulièrement intéressante. La deuxième approche, elle est moins fréquente. Le microscope ou ceinture et bretelles, je viens de le dire, c'est vraiment l'approche qui domine. Mais il me paraît intéressant que les entreprises se mettent dans ce deuxième mode, de se dire est-ce qu'on est capable, est-ce qu'il y a des opportunités nouvelles qui pourraient être mises en évidence et exploitées dans ce nouveau contexte qu'on connaît actuellement et qu'on va connaître dans les prochains mois et peut-être dans les prochaines années. Ça m'amène à poser ce contexte général, il m'amène à poser trois questions principales. La première question, c'est quel rôle pour la stratégie d'entreprise dans ce monde post-Covid? La deuxième question, c'est la question de l'incertitude. Cette volatilité, cette incertitude, c'est des paradoxes qui sont inhérents à la stratégie. Est-ce qu'il y a des cadres de réflexion, des éléments sur lesquels les entreprises peuvent s'appuyer, je dirais des bonnes questions à se poser dans ce contexte particulier? On reviendra sur ça. Et la troisième question, est-ce qu'on a des outils, des méthodes qui peuvent être intéressantes à déployer pour continuer à produire de la valeur au service des parties prenantes de l'entreprise?
Donc, on fera un petit focus pour terminer sur un outil en particulier. Mais je garde le suspense. Alors, quel rôle pour la stratégie d'entreprise dans un monde post-Covid? Je pense que le premier réflexe, c'est vraiment de se dire qu'il faut être solide sur ses fondamentaux stratégiques. Toutes les recherches le mettent en évidence. Les entreprises qui ont une stratégie claire, solide, ancrée, sont plus créatrices de valeur que des entreprises qui sont plus en mode réactif, qui se laissent plus porter par les événements, plus porter par le marché. Il y a un premier pilier, la mission, la vision, les valeurs. Quel est l'ADN de l'entreprise? On va revenir sur ça. Je vais revenir sur ça. Est-ce qu'on comprend bien les évolutions de l'environnement? Est-ce que l'entreprise a une capacité d'appréhension de ces évolutions? Est-ce qu'elle les comprend? Est-ce qu'elle les connaît? Et est-ce qu'on est clair sur la capacité à créer de la valeur? D'où vient la création de valeur ou, en certains cas, la destruction de valeur portée par les entreprises? Est-ce qu'il y a une place, est-ce qu'on donne une place suffisante à l'innovation, à l'évolution, voire à la disruption dans certains cas? Je dirais la volatilité, les turbulences ne doivent pas être une remise en cause de la stratégie en tant que telle. Pour moi, c'est une erreur. C'est un débat qui existe au niveau des entreprises, qui existe au niveau des cabinets de conseil, des chercheurs. Est-ce que la stratégie reste adaptée à ce contexte de turbulence, de volatilité? Moi, ma réponse, elle est très claire, c'est oui, et la stratégie, elle est encore plus importante aujourd'hui dans ce contexte. C'est extrêmement important, c'est indispensable pour les entreprises d'être très en phase, très affirmées sur ce qu'on appelle les fondamentaux stratégiques. Donc, pour, je dirais, un rappel pour certains, mais peut-être plus une découverte pour d'autres, avoir un ADN fort, un ADN stratégique fort pour une entreprise, c'est connaître sa mission, sa raison d'être. Pourquoi est-ce qu'on existe comme entreprise? Quel est notre champ d'action, notre domaine d'activité? Quelles sont nos compétences distinctives? A-t-on réellement un ou des avantages concurrentiels? Qui sont nos clients? Qu'est-ce qu'on apporte à nos clients? Et dans quel but l'entreprise a-t-elle été créée? Donc, se reposer la question de sa mission, voire pour un certain nombre d'entreprises, et on le constate parfois sur des PME, voire des ETI, c'est une question sur laquelle les entreprises se sont pas forcément penchées, se sont pas forcément interrogées, et pour autant, elle est fondamentale pour arriver à créer de la valeur. Où est-ce qu'on veut aller? Quelle est la vision? Où est-ce qu'on se voit dans 3, 5, voire dans certains marchés, dans 10 ans? Quelles sont nos ambitions, nos objectifs clés? Quel créneau, quel marché voulons-nous occuper? Où est-ce qu'on veut concentrer ses efforts? Ça, c'est un deuxième pilier extrêmement l'ADN de l'entreprise. Quelles sont nos valeurs? Quels sont nos principes? Quelles sont nos croyances? Qu'est-ce qui est souhaité de la part des employés, mais aussi du management, du top management? Qu'est-ce qui est non négociable au sein de l'entreprise en termes de valeurs? Je dirais, si on a bien posé ces 3 questions déjà, ces 3 piliers, on a déjà fait une première étape tout à fait positive. Quels sont les éléments communs d'une stratégie réussie? Une stratégie réussie, c'est une stratégie qui va s'appuyer sur donc avoir des objectifs, donc la vision, avoir des objectifs de long terme qui sont simples, qui sont compréhensibles, qui sont partagés avec l'ensemble des parties prenantes de l'entreprise. Est-ce qu'on a une très bonne compréhension de l'environnement? On vient d'en parler. Et est-ce que l'entreprise est capable d'avoir une évaluation objective de ses ressources? Quand on a ces 3 piliers, ensuite, est-ce qu'on est engagé sur une mise en œuvre efficace, sur une implémentation, sur l'exécution? Souvent, le bas blesse, les entreprises
définissent leur stratégie. Donc, elles vont définir des objectifs, elles ont globalement une bonne compréhension de leur environnement, elles ont bien évalué leurs ressources. Pour autant, elles négligent le pilotage de l'exécution. Ce n'est pas parce qu'on a décidé, vous le savez, vous êtes en entreprise, vous le constatez pour un certain nombre d'entre vous, vous avez eu cette expérience. La mise en œuvre est souvent négligée. Donc, quelles ressources, quel engagement prend-on pour s'assurer que les décisions stratégiques vont bien être mises en œuvre? Et ça, ça augmente les chances de réussite de l'entreprise, les chances de réussite de la stratégie. Donc ça reste extrêmement valable aujourd'hui. C'est à ne pas négliger et au contraire, c'est encore plus important que dans des périodes de stabilité. Je vais pas détailler l'exemple, vous pourrez le retrouver. Là, c'est des informations qui sont disponibles sur le site d'Eurofin. Eurofin, c'est pour ceux peut-être qui ne connaîtraient pas cette entreprise, c'est un leader, c'est le leader mondial des analyses dans le domaine des sciences de la vie. Et c'est une entreprise qui exprime de manière très claire justement sa vision, sa mission, ses valeurs, et qui ensuite vont être déclinées dans les différentes activités, dans les différentes divisions du groupe. Donc voilà, vous pourrez y faire référence, je vais pas le détailler, mais c'était pour vous donner un exemple de cette expression de cet ADN et de cet ADN fort d'une entreprise. Et puis j'ai pris un voisin puisque Eurofin est basé très proche d'ici. Les évolutions de l'environnement. Quelles sont les grandes évolutions? Est-ce que vous avez une bonne compréhension des grandes évolutions sur le domaine politique, social, environnemental, économique, technologique, légal? Est-ce que vous faites de la prospective, voire dans certains cas du lobbying? Quels sont les 2, 3, 4, 5 grands facteurs qui influencent votre domaine d'activité, qui influencent votre marché, votre industrie aujourd'hui, et quels sont les facteurs qui vont impacter l'évolution de votre domaine dans les prochaines années, dans les 3, 5, 10 prochaines années? Est-ce que vous avez une compétence au sein de l'entreprise, je vais y revenir, pour évaluer ces évolutions? Aujourd'hui, la dimension économique, j'ai parlé de l'inflation en introduction, c'est un point extrêmement important qui a des répercussions au niveau social également, qui voire aussi des répercussions au niveau environnemental. Donc ces dimensions, il ne faut pas les penser comme étant des dimensions isolées, mais c'est aussi penser aux connexions entre ces dimensions et comment elles peuvent vous affecter, comment elles peuvent affecter l'ensemble de votre secteur d'activité et peut-être vous en tant qu'entreprise de manière plus particulière. Ce qui est intéressant, c'est, là je fais référence à un ouvrage alors qui n'existe pas en français, qui est uniquement en anglais, mais c'est un ouvrage, alors il y a une version, il y a une nouvelle version qui sort récemment, là je fais référence à la dernière version qui est 2020, ce qu'on appelle les non-obvious megatrends en anglais, ou alors j'ai traduit par les méga-tendances non évidentes, avec la question de ce qu'on appelle l'identité amplifiée, voire de manière un peu plus restrictive l'individualisme, le dégenrement, la question du genre qui se pose indépendamment de nos convictions, de nos valeurs personnelles. C'est un facteur social au niveau international. La question de la connaissance qui est de plus en plus instantanée. Aux États-Unis, c'est très marqué la question du rivalisme avec des personnes qui sont très inquiètes par rapport aux questions environnementales, écologiques, voire autres, et une forme de repli. Le mode humain, à l'inverse, il y a des personnes qui veulent
que l'humain soit extrêmement présent dans la société, également au niveau économique, donc avec un impact sur les marchés. La question de la valeur, on est dans une économie de l'attention. La question du profit avec du sens. Est-ce que le profit est fait pour du profit, pour une accumulation de richesses, ou est-ce que ce profit va permettre de satisfaire des objectifs sociaux, des objectifs environnementaux? C'est un point extrêmement important. Là, je pense la jeune génération est très attentive. Alors, ce n'est pas les seuls, hein, mais la jeune génération est très attentive à cela. L'abondance, la surabondance des données. Des attentes aussi sur des technologies. Alors, la technologie, c'est un paradoxe. Comme les autres, elle est à la fois elle est facilitatrice, mais elle fait également peur. Et donc, il y a des attentes aujourd'hui pour une technologie qui soit plus protectrice. Une autre tendance qui est mise en évidence dans cet ouvrage, c'est la question de la versatilité commerciale. On passe très facilement aujourd'hui, les consommateurs, les acheteurs passent très facilement d'un mode de consommation à un autre pour un même type de bien. Donc ça, c'est des méga-tendances qui impactent les marchés, qui vont impacter encore plus les marchés. Donc c'est intéressant aussi, je pense, pour les entreprises de se pencher sur ces éléments. Se connaître, donc là, j'ai plutôt insisté sur des niveaux un peu macro-environnement, des niveaux assez généraux, assez globaux. Une entreprise, bien évidemment, il faut aussi qu'elle soit très au clair sur ses compétences tangibles, intangibles. Quelles sont ses compétences stratégiques qui sont une source d'avantages concurrentiels. La chaîne de valeur, est-ce qu'on peut optimiser sa chaîne de valeur sur des stratégies de coût, sur des stratégies de différenciation? Est-ce qu'on peut externaliser certaines activités ou réinternaliser des activités pour créer des liens encore plus forts au sein de la chaîne de valeur et accroître aussi la marge de l'entreprise? La marge pouvant être augmentée parce qu'un produit, un service premium peut permettre de fixer un niveau de prix plus important et donc le corollaire, avoir une marge qui va être plus satisfaisante. Donc, bien se connaître, c'est aussi fondamental. Ça reste un des fondamentaux de la stratégie et de la réussite des entreprises. Quelle est sa capacité de création de valeur? Est-ce qu'on est capable de créer un océan bleu? On va reparler d'océan bleu. Est-ce qu'on développe de l'innovation? C'est aussi un des piliers très forts de la stratégie dans ces temps un peu compliqués, mais tout le temps, mais encore plus aujourd'hui. Et aussi être très clair sur l'implication des parties prenantes, le poids de ces différentes parties prenantes par rapport à l'entreprise, par rapport à sa stratégie, et comment ces parties prenantes vont contribuer à la création de valeur et à l'appropriation de la valeur. Il y a, je pense que vous suivez comme moi l'actualité, notamment Total Energy. Là, il y a une partie, il y a une négociation en cours pour que les salariés obtiennent une part de la valeur plus importante créée par l'entreprise. Alors là, on le voit sous un aspect un petit peu, je dirais, qui peut être un peu négatif, un peu dur sur cet aspect-là. Si on peut aussi considérer, sur une dimension beaucoup plus positive, comment chacun de ces groupes va permettre à l'entreprise d'augmenter la valeur qu'elle va créer pour le marché et comment ensuite cette valeur sera repartagée entre ces différentes parties prenantes. C'est un dernier point que je vous conseille de regarder de manière toute particulière. Donc, en conclusion de cette première partie, les fondamentaux, rester extrêmement forts sur ça.
être très au clair sur l'évolution de son environnement, les attentes de l'environnement et puis sa propre capacité stratégique, ce sur quoi on est bon, et puis peut-être aussi ce sur quoi on est peut-être un petit peu moins bon et sur lesquels il faut progresser. On va revenir à cette question, je vous propose de revenir à cette question de l'incertitude et des paradoxes et de la regarder avec 3 piliers qui s'appuient sur des travaux de recherche, mais également sur un article qui a été publié par McKinsey fin août sur la question du courage stratégique à l'ère de la volatilité. Et cet article, ce travail met en évidence 3 dimensions importantes, l'insight, l'engagement et l'exécution. L'insight, je dirais si il y a une forme de brouillard, hein, faire des prédictions de marché, des prévisions de marché aujourd'hui, c'est quand même un peu compliqué dans un certain nombre d'industries, mais celui qui va mieux voir que les autres dans le brouillard, il augmente ses chances de succès. Donc, est-ce que, en tant qu'entreprise, vous investissez suffisamment de ressources, de temps, d'efforts pour collecter des données, pour les analyser, mais pour aller aussi challenger, je dirais, les données conventionnelles sur lesquelles vous appuyez habituellement pour construire et pour exécuter, piloter votre stratégie. Il y a 3 niveaux qui sont intéressants. C'est à la fois une question de granularité, de profondeur et de diversité. Si vous êtes une entreprise internationale avec différents marchés dans des zones géographiques différentes, il est indispensable de regarder vos marchés de manière individuelle. Avoir une approche très globale me paraît être aujourd'hui risqué. Donc, avoir accepté de prendre du temps, de consacrer des ressources à une compréhension fine de chacun de ces marchés est aujourd'hui un facteur de succès pour les entreprises. La question de la profondeur. L'impact, il peut venir d'un niveau, alors -2 ou -3. Là, je fais référence par exemple aux fournisseurs et on l'a vu avec les questions de rupture de supply chain. C'est pas forcément l'impact, il n'est pas forcément en direct dans votre propre chaîne de valeur et dans celle de vos fournisseurs, par exemple, ou de vos clients, mais on peut être un impact de niveau 2 ou 3. Donc, se poser la question de la profondeur de l'analyse, est-ce qu'on va aujourd'hui suffisamment loin pour être capable d'identifier des facteurs qui vont nous impacter dans les prochaines années? Est-ce qu'on est aussi dans une approche sur ces questions des insights, sur la question de la diversité? Est-ce qu'on regarde d'autres industries? Le digital l'a mis en évidence de manière toute particulière. Vous avez des modèles qui démarrent dans une industrie et qui vont alors je vais dire faire tache d'huile, c'est pas qui vont impacter d'autres marchés. Est-ce que vous avez cette capacité de détection, de compréhension, de mise en évidence d'opportunités? Est-ce qu'il y a des disrupteurs? On prendra un exemple, là je prendrai un exemple dans le domaine financier pour conclure cette présentation. Est-ce que ça, vous avez cette approche qui est de vous dire, oui, il y a nos marchés, il y a ce qu'on connaît bien, est-ce qu'on est capable de le remettre en cause et de le questionner et de le regarder de manière extrêmement précise, mais aussi de manière variée. Donc, il y a un certain nombre de questions à se poser. Hein. Est-ce qu'on a une visite complète sur sa chaîne d'approvisionnement? Est-ce qu'on comprend bien la transition vers la neutralité carbone? Est-ce qu'on a une bonne évaluation de son portefeuille? Est-ce qu'on a une bonne connaissance intime, des clients, des consommateurs finaux? Est-ce qu'on a des mécanismes, j'en parlais, qui permettent de capter ces signaux de l'ensemble de l'organisation? Est-ce qu'on a une culture qui est suffisamment diversifiée, inclusive et orientée vers l'extérieur?
Je pense que là, de nouveau, hein, vous en faites probablement l'expérience. On a tendance à, à se préoccuper, et c'est normal, des opérations, du business quotidien, et de ne pas être suffisamment, parce que parfois c'est perçu comme une perte de temps, de regarder ce qui se passe dans d'autres marchés. Est-ce qu'on a des capacités numériques, analytiques au niveau de l'entreprise? Est-ce qu'on a des analyses de scénarios, d'identification de risques qui sont suffisamment créatives pour prendre en compte ces turbulences, cette volatilité, cette incertitude? Le deuxième pilier, c'est la question de l'engagement. Est-ce qu'on est suffisamment ambitieux? Savoir-faire, c'est important, mais de nouveau, les entreprises qui sont ambitieuses et qui sont également bonnes dans l'exécution, on va y revenir, sont des entreprises qui réussissent mieux. Qu'est-ce que quand on décide de s'engager dans un nouveau développement, est-ce qu'on fixe une ambition, alors sans être dans le délire et dans l'irréalisme, mais qui permet aussi, qui va augmenter aussi nos chances de succès? J'essaye de. Il y a Laurent qui a son micro Alors, allumé. J'essayais de. on coupe Laurent. Merci Laurent. Est-ce que, mais ça revient à la question du microscope versus le télescope, est-ce que face à cette incertitude, l'état d'esprit des dirigeants, c'est d'agir, ou au contraire, c'est de regarder et d'attendre? Si en interne, la culture d'entreprise n'est pas portée vers cet engagement, vous risquez de subir cette volatilité. Est-ce qu'on est bon en termes d'allocation de ressources? Est-ce qu'on a une stratégie digitale? Est-ce qu'on est capable de voir ce qui va nous donner des avantages significatifs sur du long terme? La formule qui est que la chance favorise les audacieux, elle reste valable. Alors, c'est pas, je dirais, c'est la chance parce qu'on a aussi la capacité de mise en œuvre derrière et la bonne compréhension de l'environnement, bien entendu. Quelques questions. Est-ce qu'on est assez audacieux? Est-ce que notre équipe de direction est efficace? Est-ce qu'on a mobilisé son conseil d'administration, son conseil de surveillance? Est-ce que la gouvernance est suffisamment mobilisée pour soutenir les développements? Est-ce qu'on a cette mentalité de croissance, de saisir des opportunités? Est-ce qu'on a, alors c'est peut-être plus le cas pour des entreprises un peu plus, qui font des fusions-acquisitions, hein, est-ce qu'on a, je dirais, entre guillemets, un manuel, mais est-ce qu'on a une capacité, une forme de formalisation, on a des capacités pour aller très vite, faire des fusions-acquisitions et pourquoi pas aussi des investissements, hein, quand on décide de se séparer d'activités? Est-ce qu'on a une capacité à mobiliser des investissements dans une période d'incertitude dans laquelle prédire l'évolution des marchés est plus compliqué? Avoir une capacité à investir de manière opportuniste, c'est un atout pour une entreprise. Je dirais, si on n'a pas de capacité d'investissement, on subira plus les évolutions de marché. Et est-ce qu'on a appris, est-ce qu'on a aussi une capacité d'apprentissage? Est-ce qu'on a une trace de l'évolution, ce qui s'est passé dans l'industrie, dans d'autres industries, des disrupteurs ou perturbateurs en français? Est-ce que ça fait partie de la connaissance partagée et de la connaissance, la capitalisation sur laquelle on va agir au niveau de l'entreprise? Le dernier pilier, c'est celui de l'exécution, hein, j'en ai déjà parlé. L'avantage, il est à ceux qui cassent les silos. Est-ce qu'on est capable de rationaliser les décisions, les processus? Est-ce qu'on donne du pouvoir aux managers? Est-ce qu'on coupe dans les hiérarchies ou des bureaucraties qui sont lentes?
Si on répond oui à ces points, on augmente les chances de succès de nouveau. Il y a une étude qui a été faite par McKinsey avec Harvard Business School sur un nombre d'entreprises importants. Cette étude, cette recherche, elle a montré que les entreprises qui avaient lancé des transformations importantes avant la pandémie ont eu des bien meilleurs résultats et elles ont progressé plus rapidement que les entreprises qui avaient maintenu leur modèle existant. Donc, engagement, exécution, alors certains m'ont parlé d'agilité. Je ne suis pas forcément fan de ce mot. Pour ceux qui me connaissent, vous m'avez déjà entendu sur ce point. Mais voilà, cette capacité d'évolution, de transformation, elle est également importante. Est-ce qu'on est en train de réinventer son organisation pour plus de rapidité? Est-ce qu'on a une technologie qui est suffisamment moderne, modulaire? Est-ce que la technologie, au sens un peu large au niveau de l'entreprise, est-ce qu'elle est un facilitateur? Est-ce qu'elle permet l'exécution ou au contraire, est-ce qu'elle est plutôt à limiter l'organisation? Si on répond oui à cette dernière question, on est un peu embêté. Est-ce qu'on a des compétences fortes pour soutenir la croissance, pour faire ce qu'on appelle dans le jargon du growth hacking aujourd'hui? Est-ce que l'approvisionnement, les achats sont pensés comme étant une source d'avantage concurrentiel et pas uniquement une fonction purement utilitaire au niveau de l'entreprise? Est-ce qu'on est flexible? On en a parlé. Est-ce qu'on a la capacité à être soi-même un perturbateur, un innovateur, un disrupteur particulièrement marqué? Ou est-ce qu'on reste, alors opérateur au sens large, un peu au sens télécom, est-ce qu'on reste sur un modèle d'acteur historique sur son marché? Est-ce qu'on a partagé? Est-ce qu'on a institutionnalisé? Est-ce qu'on a partagé en interne? Est-ce qu'on a diffusé des bonnes pratiques de transformation? Beaucoup de questions, vous allez me dire. Vous devez vous dire. Donc, voilà, beaucoup de questions à vous poser, mais de nouveau, alors certaines se recoupent, vous l'avez vu, mais des questions qui sont extrêmement importantes à travailler et à partager. Le dernier point donc, que je voulais aborder, donc est-ce qu'on a aujourd'hui dans cette phase d'incertitude, est-ce qu'il y a des outils, des méthodes qui peuvent être particulièrement intéressantes pour continuer à produire de la valeur au service des parties prenantes? Moi, je suis de plus en plus fan de ce qu'on appelle la théorie de l'océan bleu, enfin du modèle de l'océan bleu. Alors, c'est pas un modèle nouveau, c'est pas une nouveauté en soi, mais je trouve que c'est une méthode qui est particulièrement intéressante, particulièrement puissante, parce que c'est aussi une méthode qui n'est pas très compliquée à mettre en œuvre, pour challenger son offre et pour se projeter en se disant, est-ce qu'on est capable alors de réinventer notre marché, voire de créer de nouveaux marchés. La notion d'océan bleu, c'est l'endroit où il n'y a pas de concurrence, contrairement à l'océan rouge dans lequel vous avez des requins et donc une bagarre concurrentielle très forte. L'océan bleu, alors il reste, c'est pour ça qu'il y a quelques petits nuages au fond là, en arrière-plan là sur cette photo. Il n'y a pas d'océan bleu pur. Les entreprises connaissent toutes des situations concurrentielles, mais néanmoins, quand on est capable d'inventer un nouveau modèle ou de réinventer un modèle existant, on va améliorer sa position concurrentielle et sa capacité de création de valeur, sa profitabilité. Un petit exemple, c'est l'exemple nickel. Alors, c'est pas forcément très connu, je dirais, des CSP plus. Nickel, c'est le compte bancaire sans banque qu'on ouvre chez le buraliste en 5 minutes. Nickel, ça a été créé en 2014
Ça a été racheté par BNP Paribas en 2017. Et là, en mai 2022, il y avait déjà plus de 2,5 millions de clients pour cette nouvelle offre. C'est une offre qui re-questionne le compte bancaire et les services financiers assortis au compte bancaire. Alors, on a tous des comptes bancaires, un ou plusieurs. On n'est pas toujours satisfait de ce qu'on utilise, mais globalement, on ne se questionne pas trop sur la nature de l'offre, sa composition. Là, ce qu'ont fait les fondateurs de Nickel, ils se sont interrogés sur la nature du marché, du point de vue de la clientèle, avec un modèle, hein, c'est le modèle de l'océan bleu, c'est dire globalement, il y a quatre, alors il y a le marché actuel, ce qui existe, et il y a deux autres tiers donc, de clients. Il y a les clients qui n'utilisent pas l'offre, mais qui sont prêts à le faire. Il y a les clients qui pourraient utiliser l'offre, mais qui ne la trouvent pas acceptable, qui peuvent être, alors ça peut être pour des questions de capacité financière, de pouvoir d'achat, qui peuvent être anti. Et puis il y a ceux qui ne sont pas ciblés par l'industrie, qui sont inexplorés, parce qu'ils sont considérés comme étant pas intéressés ou n'ayant pas la capacité financière à utiliser, à consommer cette offre. Donc, en se posant cette question des trois tiers de clients, on peut arriver à c'est une première étape pour interroger, se dire, est-ce qu'il y a des clients qu'on pourrait auxquels on pourrait proposer une nouvelle offre. Donc, là, je vais vous présenter ça de manière schématique. Donc, Nickel, c'est la courbe en orange. C'est de se dire, dans le marché, est-ce qu'au niveau de l'offre, on peut se poser 4 questions. Est-ce qu'on peut réduire certaines dimensions? Est-ce qu'on peut éliminer des dimensions qui seraient inutiles, qui n'auraient pas de valeur ajoutée particulière? Est-ce qu'on peut au contraire augmenter certaines dimensions, donc les renforcer, et ajouter des dimensions nouvelles? Donc, je vous disais, hein, c'est un modèle simpliste, mais qui est, je trouve, assez simple à opérationnaliser en entreprise, en se disant quels sont les leviers de l'offre actuelle. Donc, par exemple, dans le domaine des services financiers, des comptes bancaires, le prix, les services associés, la publicité, la distribution physique, la qualification au sens est-ce qu'on est éligible à un compte bancaire, est-ce que le pricing et la facilité d'ouverture. Donc là, on a les premiers piliers. Et puis, il y a 2 piliers supplémentaires qui ont été rajoutés par Nickel. On a ces données, alors c'est un peu moins marqué aujourd'hui puisque ça s'est généralisé, mais en 2014, quand Nickel a lancé son offre, c'était les seuls à proposer des données en temps réel, c'est-à-dire qu'on savait en temps réel ce qu'on avait de disponible ou pas sur son compte. Et puis, c'est un compte bancaire, mais sans une banque. On va dans un bureau de tabac et en 5 minutes, on a ouvert son compte et on a la capacité à utiliser une carte. Donc, une remise en cause du modèle existant, un niveau de prix inférieur globalement aux offres existantes, et notamment aux banques traditionnelles, un niveau de prix, un niveau de coût de service beaucoup plus faible, une offre qui a forcément révolutionné le marché, mais en tout cas qui a créé un nouveau marché et qui a attiré déjà plus de 2,5 millions de clients, ce qui, à l'échelle de la France, je pense que vous serez d'accord avec moi, c'est considérable. Ce n'est pas le seul exemple, hein. Nickel, d'Océan Bleu. Vous avez Marvel, que vous connaissez probablement, est aussi un exemple d'Océan Bleu. Salesforce, Jean-Claude Decaux, une marque de vin australien qui s'appelle Yellowtail, Cirque du Soleil. Beaucoup d'entreprises, de réussite d'entreprises sont des exemples dans lesquels les entreprises ont été capables de réinventer le modèle, de challenger les modèles existants
et d'arriver avec une offre qui a à la fois une valeur perçue comme étant supérieure et très souvent à un niveau de prix inférieur à l'existant. Donc, la recette du succès. Donc, je vous incite à, si ça vous intéresse, hein, il y a un livre qui s'appelle Océan bleu, hein, par Kim et Mauborgne, qui existe en français, en anglais également, que je vous incite à regarder de manière particulière. Il y a également un site qui est très bien fait, qui détaille cette méthode. Donc, pour moi, en temps de volatilité dans lequel les avantages concurrentiels sont plus facilement remis en cause, dans lequel les entreprises ont aussi des questions de profitabilité particulières, se projeter en se disant est-ce qu'on est capable d'inventer ou de réinventer une offre, ça me paraît être particulièrement intéressant, et puis également une forme d'optimisme et puis de positivité dans un environnement qui est parfois un petit peu moins. Ça crée de l'enthousiasme et puis ça peut être aussi mobilisateur au niveau du personnel, au niveau des parties prenantes. Pour conclure, j'ai envie de vous dire, osez être ambidextre. Les entreprises, les dirigeants qui réussissent sont des entreprises, des dirigeants qui sont capables d'être à la fois dans l'action, dans l'exécution, mais qui sont aussi dans la vision, dans l'inspiration, dans la remise en cause de l'existant. Donc, si j'avais un message à faire passer en ce vendredi un petit peu pluvieux, à Nantes en tout cas, c'est ça, c'est possible. Enfin, voilà, il y a des options possibles. La volatilité et la certitude sont une réalité, mais il est possible d'essayer de les dépasser en tout cas. Et un bon conseil pour moi, c'est celui-là. Soyez ambidextres, utilisez vos deux cerveaux, vos deux mains, et soyez à la fois dans l'action et dans l'exécution. Merci beaucoup pour votre attention.